Bonjour et bienvenue à tous à la semaine de la performance by Ellipse qui a lieu du 1er au 4 septembre. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une thématique intéressante, les veaux bio et notamment l'application de la réglementation et ses nouveaux enjeux. Alors, vous posez sans doute pas mal de questions autour de l'élevage des veaux en bio, notamment quels sont les enjeux de la nouvelle application de la réglementation, comment mettre en place ces nouvelles pratiques d'élevage au regard de ces contraintes réglementaires et surtout comment transformer ces contraintes réglementaires en atout. Donc, nous nous proposons aujourd'hui avec Gilles Billon de Bureau Veritas, un organisme certificateur, d'essayer de répondre à toutes ces questions. Gilles, bienvenue et merci d'être avec nous. Oui, pardon, merci, merci et bonjour Pauline et merci. Alors du coup, Gilles, je vais te laisser présenter ton entreprise et puis faire un premier volet sur la réglementation et notamment ce qui va changer. Et puis moi, après, j'enchaînerai sur des points zootechniques. Je te laisse faire. Merci Pauline. Alors tout d'abord, je me présente rapidement. Donc Gilles Billon, je suis chargé d'affaires à Bureau Veritas Certification. Comme vous le savez, Bureau Veritas Certification est l'un des 10 organismes français aujourd'hui accrédités et reconnus par les autorités publiques dans le cadre de la certification des produits bio. Donc moi, à titre personnel, je m'occupe à 100% des dossiers bio à 100% de mon temps des dossiers bio chez Bureau Veritas. Aujourd'hui, le bio représente pour nous une activité importante, avec près de 19 000 opérateurs certifiés à ce jour en France et à l'étranger. Donc 19 000, pour rappel, la filière bio en France aujourd'hui compte 70 000 opérateurs. Donc nous avons une expérience assez importante dans le domaine du bio, avec 11 000 exploitations agricoles, 3 000 préparateurs intermédiaires et plus de 5 000 points de vente aujourd'hui, essentiellement des boulangeries et des magasins, soit en grande distribution ou en magasins spécialisés bio. Donc nous avons une réelle expérience dans le domaine du bio. Notre équipe bio se constitue de près de 200 auditeurs répartis sur toute la France et à l'étranger, et une équipe spécialisée en back-office d'experts techniques, réglementaires, répartis sur plusieurs sites. Alors, pour parler de l'Ouest, en fait, nous sommes très présents, et moi le premier, sur Rennes, puisque nous avons une antenne placée à Rennes, mais nous avons également 2 antennes, une autre basée à Paris au niveau de notre siège social, et une autre sur Toulouse et Valence, dans le sud de la France. Donc nous sommes à même de répondre très rapidement à l'ensemble des demandes qui nous parviennent au niveau du bio. Voilà, donc avec des auditeurs aussi spécialisés et qualifiés sur le référentiel bio, mais pas que, puisque au fait aujourd'hui, chez Bureau Veritas, donc moi je m'occupe du bio, mais nous avons également d'autres chargés d'affaires qui interviennent sur les signes de qualité et d'origine que sont donc les IGP, les AOC, le label rouge. Nous avons également de quoi assurer des démarches complémentaires au bio. Et pour terminer sur cette petite présentation, il faut savoir que le bio aujourd'hui se segmente, puisqu'au fait, le bio lui-même ne suffit plus à répondre à des demandes, les demandes des clients sur le marché. Donc, il est important pour nous aussi de pouvoir assurer des prestations complémentaires au bio, telles que les notions de bien-être, les référentiels associés donc au bien-être, au bio local, de manière plus générale au RSU, au RSE, les démarches aussi associées au climat et à l'environnement. Donc, on est à même, au niveau des équipes du Bureau Veritas, de vous accompagner sur toutes ces démarches-là. Donc, vous aurez mes coordonnées en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi sur le bio, bien sûr, mais aussi sur les autres prestations dont je viens de vous parler. Donc voilà, je me permets de revenir donc sur la partie du bio européen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc nous avons
un contexte réglementaire qui évolue et qui va évoluer très prochainement dans le cadre du bio européen, puisque nous allons passer à partir du 1er janvier 2021 à un nouveau texte, donc un nouveau socle commun européen sur le mode de production biologique. Donc nous sommes dans une phase un peu intermédiaire aujourd'hui, donc qui va en fait se répercuter de cette manière-là. On va passer aujourd'hui de 3 règlements en un seul, qui s'appelle 848/2018. C'est un règlement de base qui a été voté par la Commission européenne il y a 2 ans maintenant et qui rentre en application ou qui devrait rentrer en application à partir du 1er janvier 2021. Alors pourquoi j'emploie le conditionnel? C'est d'une part parce que ce texte est toujours en cours de rédaction, puisqu'on a aujourd'hui un acte de base, c'est-à-dire qu'on a les textes de base qui est en effet qui est sorti depuis 2018 et qui a été amendé depuis par des actes secondaires et notamment l'acte secondaire relatif à la production, dont je vais vous présenter après le zoom sur la partie Vobio. Mais il faut savoir que ces actes secondaires ne sont toujours pas rédigés dans leur totalité, puisqu'on attend encore d'ici à la fin de l'année près de 5 actes secondaires qui viendront compléter ce règlement européen pour le 1er janvier prochain. Donc ça veut dire qu'en l'espace d'un trimestre, il y a encore une intense activité réglementaire qui va s'appliquer. Et aujourd'hui, une partie de la profession se pose la question de savoir s'il ne faut pas reporter le règlement européen du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. Donc on a une petite incertitude. Donc à partir dans le courant du mois de septembre, nous devrions avoir l'information si l'Europe reporte ou pas ce règlement. Donc ça ne nous empêche pas aujourd'hui de parler, d'évoquer les sujets, mais il faut savoir qu'en effet, vous aurez dans les semaines à venir peut-être une information comme quoi le règlement est reporté. Alors, je reviens en arrière un petit peu. Donc, quelles sont les bases de ce nouveau texte européen? Donc, il faut savoir que le nouveau règlement européen comprend des nouveaux objectifs. Donc, il y a des nouveaux champs d'application, mais aussi des nouveaux objectifs, à savoir la protection du climat et de l'environnement et l'encouragement au circuit court et à la production locale. Donc, ce sont des considérants, des orientations politiques qui font aujourd'hui résonance avec les attentes sociétales. En dehors de ces objectifs assez généraux, vous avez aussi un élargissement du champ d'application qui va se faire également, qui va s'élargir au niveau des insectes à partir du 1er janvier pour la production bio. Alors les insectes, on en parle beaucoup parce qu'au fait, il y a un certain nombre d'utilisations et de destinations qui sont intéressantes aujourd'hui, qui peuvent être aussi des alternatives au niveau de l'alimentation animale. Donc c'est vraiment un enjeu assez important. Et vous avez aussi d'autres règles qui seront plus détaillées, puisque au fait, on aura le règlement européen qui parlera ou qui s'appropriera les textes nationaux sur les lapins et les cervidés. Donc, qui sont aujourd'hui dans les textes, les règlements français, qui vont remonter également au 1er janvier au niveau européen. Vous avez également des nouveautés relatives à la modulation des fréquences de contrôle, puisque au fait, l'Europe souhaite rendre plus modulables les fréquences qui sont aujourd'hui en cours. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un contrôle par an minimum par opérateur. Donc cette fréquence-là peut être amenée à être revue à la baisse pour les opérateurs qui ne seront pas considérés comme à risque. Donc on attend justement dans un acte secondaire la définition de ce que c'est qu'un opérateur à risque. Mais l'idée, c'est pas en effet de réduire la fréquence de contrôle, mais c'est de faire mieux de contrôle, à savoir qu'on diminuera peut-être la fréquence chez les opérateurs qui sont en effet pas à risque au sens des futures définitions, mais on renforcera les contrôles sur les autres opérateurs. Donc, entre guillemets, l'Europe souhaite faire pas moins de contrôle, mais mieux de contrôle. Et puis, dernier point, il y a également donc une application de la conformité à l'importation. Ça veut dire que aujourd'hui, les produits bio européens
qui sont en provenance des produits des pays tiers à l'Europe, pardon, vont devoir appliquer les mêmes textes que les opérateurs européens, ce qui n'était pas aujourd'hui complètement le cas. Donc ça, c'est une demande forte des consommateurs qui s'est traduite en termes réglementaires. Donc avoir les mêmes règles pour les pays tiers à l'Union européenne. Donc à l'avenir, il ne sera plus possible d'avoir des exceptions dans les modes de production à l'étranger par rapport aux modes de production européens. Alors, donc je déroule donc concernant l'élevage des veaux, tout ce que vous voyez, tout ce que je vous présente aujourd'hui est écrit actuellement dans le fameux texte de base. Donc pour vous aider à avoir une bonne lecture et une bonne compréhension des textes, je vous propose au fait une présentation sur la base du règlement actuel et dans la colonne de gauche, et sur la colonne de droite, ce qui est amené à évoluer. Donc concernant l'élevage des veaux et plus particulièrement l'alimentation, il n'y a pas d'évolution notable, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sevrage et la période de lactation à 3 mois est reconduite dans le cadre du nouveau règlement, donc il n'y a pas en effet de modification. Il faut savoir que le texte européen va plus loin sur la base, enfin du moins c'est déjà intégré aujourd'hui dans les guides de lecture français, mais vous aurez, c'est repris au niveau européen, à savoir que pour les animaux qui ne sont pas sous alimentation lactée, il y aura une utilisation interdite d'aliments d'allaitement de remplacement contenant des composants chimiques de synthèse ou des composants d'origine végétale. Sur le logement, aujourd'hui, vous le savez, donc le logement des veaux au-delà d'une semaine est interdite en box individuelle. Donc le règlement actuel, c'est ça, et le règlement européen 2021 reprend cette contrainte-là. Donc c'est toujours interdit d'avoir des box individuelles pour les veaux au-delà d'une semaine. Mais il intègre la possibilité pour des animaux individuels malades ou qui doivent être placés entre guillemets entre quarantaine sur une durée limitée, et pour des justifications vétérinaires, de pouvoir isoler ces animaux-là dans des box individuelles. Donc la condition, c'est qu'il y ait des sols durs, la présence de litière, et que l'animal soit dans des conditions de confort optimales, à savoir il puisse retourner, il puisse s'allonger sur toute sa longueur. Sur le reste des points, il n'y a pas d'évolution concernant les densités intérieures et extérieures qui sont dans les textes actuels, hein, à savoir donc des minima qui sont identiques jusqu'à 100 kg, 1,5 m² par tête, jusqu'à 200 kg, 2,5 m², et jusqu'à 350 kg, 4 m², ainsi de suite. Donc vous voyez ici, donc vous avez une exigence concernant les espaces intérieurs. Donc les animaux, les veaux doivent avoir accès, les jeunes bovins doivent avoir accès au minimum aux surfaces qui sont dans la colonne de gauche. Et concernant les espaces extérieurs, donc à l'exclusion des pâturages, les animaux doivent pouvoir aussi accéder à ces courettes collectives, on va dire, qui font dans les densités qui sont prévues à la colonne de droite. Donc c'est 1,1 m² pour les animaux de moins de 100 kg et 1,9 m² notamment pour les animaux de plus de 200 kg. Donc il faut savoir que là, il n'y a pas un effet d'évolution particulière, et la présence de caillebotis est possible uniquement sur la moitié de l'aire d'exercice intérieur, à savoir la colonne de gauche. Donc si vous avez une case collective, enfin une case individuelle d'1,5 m², on peut avoir des caillebotis sur la moitié de cette aire-là au maximum. Donc là, pas d'évolution de ce que prévoit le règlement européen par rapport au règlement actuel. Alors, ce qui aujourd'hui fait débat et qui est important à reprendre ensemble aujourd'hui, c'est les accès aux aires d'exercice et de pâturage. Donc le règlement européen, en effet, n'intègre pas d'autres dispositions qu'actuellement, mais aujourd'hui, la lecture et les pratiques sont assez appliquées de manière un peu hétérogène aujourd'hui sur le terrain. Donc on rappelle ce que doit les exigences qui sont prévues par les textes, à savoir que
Donc les jeunes animaux, les veaux, bien sûr, dont on parle aujourd'hui, qui sont encore sous alimentation lactée, ne sont pas encore des herbivores, mais ils doivent pouvoir accéder donc aux aires d'exercice qui sont prévues dans la photo précédente, savoir les aires d'exercice qui sont prévues dans la colonne de droite. Donc les aires d'exercice, elles doivent être extérieures, hein, des bâtiments, sauf en période hivernale. Donc je vous ai mis ici dans la diapo, c'est plus facile de représenter visuellement ce point-là, quelles sont la traduction concrète de ce point-là. C'est-à-dire que les animaux, au-delà d'une semaine, doivent pouvoir accéder à des aires d'exercice extérieures ouvertes, en case collective, hein, comme vous voyez ici à gauche, ou ici en stabulation. Et en hiver, cette possibilité-là est en effet acceptée à partir du moment où ça ne dépasse pas la période hivernale. Voilà. En dehors de ces heures, voilà. Donc, il est important de rappeler que les exigences actuelles. Alors, vous allez, vous pouvez témoigner. Ce point-là est assez appliqué de manière assez hétérogène aujourd'hui par les organismes certificateurs, puisque nous n'avons pas encore de définition précise de ce que c'est qu'un herbivore. Donc, à partir de quand on doit faire accéder les veaux à des pâturages? Aujourd'hui, on vous dira ça va de 3 mois à 6 mois ou 8 mois en fonction des organismes certificateurs. Et l'accès à ces aires d'exercice extérieures, là aussi, fait débat aujourd'hui dans l'application, puisqu'on a des OC qui demandent cette exigence-là dès les 8 jours, et d'autres OC attendent jusqu'à la fin du sevrage à savoir les 45 jours, les 3 mois, pardon, pour appliquer cette exigence. Donc nous attendons de la part de l'INAO aujourd'hui un arbitrage sur ces âges minimums d'accès aux aires d'exercice et de pâturage. Mais ce que je vous demanderai aujourd'hui de retenir, c'est de bien avoir en tête cette exigence au niveau des aires d'exercice extérieures et puis cette configuration. Voilà. Donc ça, en termes d'aménagement, c'est ce qui est exigé et ce qui sera exigé demain dans le cadre du futur règlement. Concernant le bien-être, donc aujourd'hui, sur la partie bien-être, on parle essentiellement des opérations qui peuvent être associées à l'écornage au niveau des veaux. Les opérations sont reprises, hein, telles qu'elles figurent aujourd'hui au niveau de l'application actuelle. Donc, alors il y a des il y a des évolutions qui sont mises en place, mais plus dans les autres espèces que les veaux, enfin que les bovins. Mais sur les veaux, c'est essentiellement l'écornage, hein, qui est concerné. Donc il n'y a pas d'évolution notable dans le futur règlement européen par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. À savoir que l'écornage doit se faire avant l'âge de 2 mois, par ébourgeonnage de préférence. Lorsqu'on intervient dans des âges en deçà de 4 semaines, il faut une analgésie obligatoire, et au-delà de 4 semaines, il faut une anesthésie locale. Donc il n'y a pas d'évolution sur ce point-là. Et dernier point, avant de rendre la parole à Pauline, donc le focus sur l'élevage des veaux au niveau des soins vétérinaires. Un point notable, donc il n'y a pas d'évolution en ce qui concerne les traitements allopathiques, c'est-à-dire qu'on a le droit toujours à un seul traitement maximum sur les animaux qui ont un cycle de vie inférieur à 1 an, un traitement allopathique, un traitement chimique de synthèse. Mais il est rappelé, le règlement européen interdit l'utilisation des bolus, donc c'est-à-dire la forme, interdit la forme, savoir une diffusion lente des molécules allopathiques chimiques de synthèse. Donc je me tiens à votre disposition à la fin de l'intervention pour des questions, et je laisse la parole à Pauline. Donc oui, effectivement, n'hésitez pas à écrire toutes vos questions dans l'onglet questions, et puis nous y reviendrons en fin de webinaire. Avant de passer à la partie application concrète sur le terrain, un petit sondage pour vous. Alors, pour vous en tant qu'éleveur ou pour vous en tant qu'accompagnant d'éleveur, l'évolution de ce règlement et l'application de celui-ci vous paraît à l'heure actuelle compliquée dans votre exploitation ou dans celle des personnes que vous accompagnez, faisable mais avec des investissements, ou c'est déjà comme ça, donc ça ne changera pas grand-chose dans votre exploitation ou celle des gens que vous accompagnez. Donc, vous avez jusqu'à la fin du webinaire pour répondre à ce petit sondage. N'hésitez pas à aller y faire un tour.
Donc, on va aborder maintenant un petit peu les applications zootechniques. Donc là-dessus, je fais un rappel un peu de ce que nous a présenté Gilles avec différentes situations pour bien se mettre en tête ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Donc ici, sur la photo, on voit bien un petit veau dans une case individuelle. Donc ça, avant 7 jours, c'est tout à fait possible, mais pas après, évidemment. Ensuite, ici, on peut voir un bâtiment, une stabulation, alors visiblement sans accès à l'extérieur. Donc ça, en hiver, pour peu que la surface d'air paillé et d'air d'exercice corresponde bien au règlement, il n'y a pas de souci. En revanche, au printemps et en été, ça va être beaucoup plus compliqué pour répondre à la législation, à moins qu'il y ait un accès à l'extérieur en fond de bâtiment, par exemple. Je vois une question sur la période d'hiver, nous y reviendrons tout à l'heure, pas de problème. Enfin, ici, nous avons le logement individuel d'un petit veau. Donc, s'il est avant 7 jours, il n'y a pas de souci. Il dispose d'une courette qui est abritée. Donc ça, à partir de 7 jours, lors d'un logement collectif, ça ne peut pas être considéré comme une courette. Récemment, j'ai eu le cas d'un éleveur que j'accompagnais qui a un hangar qui est donc ouvert sur 2 côtés. Et les cases collectives étaient posées sous le hangar et ne dépassaient pas du hangar. Et ça a été qualifié par son organisme certificateur comme non conforme, puisqu'on ne pouvait pas dire que les courettes étaient réellement à l'extérieur. Ici, sur cette photo, on a plusieurs cas de figure. Donc, on a un premier cas de figure avec des cases individuelles au premier et au deuxième plan avec une courette extérieure. Donc, ça, c'est valable pour les veaux de moins de 7 jours. Mais au-delà, ça ne peut pas le faire puisqu'ils doivent obligatoirement être au moins par 2. Par contre, en revanche, au dernier plan de la photo, on voit des igloos collectifs avec des courettes qui, elles, sont bien à l'extérieur. Donc là-dessus, ça correspond au cahier des charges pour peu, encore une fois, que la densité de peuplement des igloos corresponde à la réglementation en vigueur. Donc, au niveau des implications zootechniques de cette nouvelle réglementation et de ces implications, c'est entre guillemets à vous de jouer pour vous mettre en conformité. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a plusieurs axes sur lesquels on peut travailler en fonction des contraintes de son exploitation. Ça peut être simplement s'il y a du terrain attenant d'ouvrir la nurserie actuelle avec un accès vers un espace extérieur. Ça peut être aussi tout simplement d'utiliser des niches à veaux ou des igloos dotés de courettes qu'on peut mettre à l'extérieur aussi. Ça peut être également d'élever les génisses avec des mères nourrices, mais ce qui n'exclut pas forcément d'avoir besoin de réaménager le bâtiment pour permettre cette nouvelle méthode d'élevage. Donc, pour revenir là-dessus, la plupart des solutions qui sont mises en place et qui sont évoquées avec les agriculteurs avec qui nous travaillons, avec l'équipe bio d'Ellipse, c'est souvent les igloos qui reviennent, puisque c'est une solution qui est souvent assez peu onéreuse et assez facile à mettre en place. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur ce sujet. Ce qui peut être intéressant dans le fait de mettre les jeunes animaux à l'extérieur, c'est qu'ils doivent effectivement disposer d'une courette et pas forcément d'un accès au pâturage, mais pourquoi ne pas en profiter pour bénéficier justement de l'accès au pâturage précoce des petits veaux. Donc là-dessus, je ne vais pas avoir le temps de détailler. Il y a eu un essai qui a eu en 2005-2006 à Trévarès sur la sortie des petits veaux, y compris dans des périodes climatiques qui pouvaient être moins clémentes. Donc, on voit ici de quoi abriter les petits veaux, donc simplement fait avec des palettes. Et puis, on voit de quoi stabiliser l'abord de l'aire de couchage des petits veaux. Donc, ils ont pu comparer un lot témoin qui a grandi en étable et un lot à l'herbe. Et donc, si on voit bien que les courbes de croissance sont assez similaires au départ, on voit bien un point d'inflexion autour de 120-125 jours, où on voit que les lots à l'herbe, que ce soit en 2005 ou en 2006, ont des croissances qui sont supérieures aux lots qui ont été élevés en étable. Donc, mettre des petits veaux dehors et a fortiori pas forcément uniquement dans des courettes d'accès extérieur, mais aussi au pâturage, peut vraiment être intéressant pour les performances zootechniques de votre exploitation. Donc, dans l'essai, ce qui était prévu pour avoir ces croissances-là, ce qui a été mesuré, c'était 0,6 à 0,7 ar par mois d'âge du petit veau ou de la génisse qui était sortie et un régras-trèfle à environ 8 tonnes de matière sèche de rendement. Enfin, sur les implications zootechniques des mères nourrices, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les élevages qu'on accompagne. Alors, au niveau des profils d'éleveurs, c'est assez hétéroclite. Alors, il y a l'essai Crazy Daisy, qui est un projet européen qui, en France, est mené principalement par l'INRA, qui essaye de voir un peu toutes les pratiques autour de l'élevage des veaux sous mères nourrices.
Donc, il nous propose un profil un peu sociologique des éleveurs qui passent en mère nourrice avec un profil d'éleveurs peut-être un peu plus jeunes qui sont un peu plus nouveaux dans l'agriculture biologique. Pour autant, c'est vrai qu'il y a de nombreux profils, en tout cas dans les éleveurs qu'on accompagne, qui se penchent sur cette nouvelle méthode d'élevage qui peut prendre des formes assez différentes. Je vais revenir sur quelques points principaux. On n'aura clairement pas le temps d'aller dans les détails aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me poser des questions, à me contacter ultérieurement. Il y aura mes coordonnées, bien sûr. Donc, des veaux avec une mère nourrice, c'est en général 2 à 3 veaux par mère nourrice, pas plus. Enfin, un veau sous une mère nourrice, il aura un sevrage qui interviendra généralement un peu plus tard. La moyenne dans l'essai Grisidaisi étant à 6 mois à l'heure actuelle. Il y a également beaucoup d'éleveurs qui arrivent à sevrer plus tardivement, autour de 7-9 mois, sans que ça pose de problème également. Les mères nourrices, comment les sélectionner? En général, c'est sur la capacité de la vache à être assez sympa, entre guillemets, pour bien adopter les petits veaux sans qu'elle ne tape l'agriculteur ou que ça soit très compliqué. Et puis, souvent, les pratiques qui sont mises en place par les agriculteurs sur ce sujet, c'est les vaches à problème pour leur permettre une fin de carrière. Donc, ça peut être des soucis de boiterie légère, de reproduction, dans certains cas de cellules. Alors ça, c'est une pratique qui est discutable, hein, mais dans les faits, c'est souvent comme ça que ça se passe. Au niveau des veaux avec les mères nourrices, il faut absolument avoir un endroit, une case spécifique d'adoption pour permettre justement d'établir une connexion entre la nourrice et les petits veaux sans souci. Pour des raisons sanitaires qui sont assez bien détaillées dans le projet, il est quand même déconseillé d'avoir une adoption qui soit inférieure à 4 jours. C'est-à-dire qu'il faut passer, soit laisser le veau avec sa mère pendant quelques jours, soit passer par une phase d'alimentation éventuellement au biberon. Alors après, il y a d'autres contraintes au niveau de l'astreinte. Ça, c'est aux éleveurs et de placer leur curseur. Ensuite, les veaux avec les mères nourrices, eh bien, ça permet une sortie au pâturage dès que la phase d'adoption est terminée. Et ça, c'est intéressant pour plein de points, donc, dont la croissance, comme on a pu voir à travers l'essai de Trévarez. Évidemment, pour éviter d'avoir, entre guillemets, des chevreuils, il faut bien maintenir un lien éleveur-veau-mère nourrice pour faciliter la manipulation et la gestion des veaux, sachant que la connexion entre l'éleveur et les génisses se fera principalement au moment du sevrage, hein, il n'y a pas de mystère. Mais par contre, entretenir une relation positive, avoir une mère nourrice qui ne soit pas sauvage, qu'on puisse manipuler, toucher, approcher, qui a une distance de fuite qui soit très faible, voire qui n'en ait pas, c'est quand même un facteur de réussite pour l'élevage des petites génisses. Enfin, l'élevage sous mère nourrice, ça permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de souvent avoir un sevrage un petit peu plus tardif. Et au niveau de la gestion du stress et du coup des conséquences parfois sanitaires de ce stress, plus les veaux sont âgés, plus ils sont autour des 7-9 mois, moins il y a de problèmes sanitaires et de stress au moment du sevrage. Donc, c'est souvent intéressant de les garder comme ça sous mère nourrice, et sans compter l'aspect croissance qui est aussi très positif. Enfin, avec un veau sous mère nourrice, il n'y a pas de problème d'hygiène de seau, pas de problème d'hygiène de tétine ou d'usure des tétines. Alors bon, la vache peut s'user, hein, ça c'est clair, mais voilà, pas de quantité de lait à gérer, pas de température. Et ça, en général, ça résulte d'une astreinte quotidienne qui est un petit peu moins importante, hormis les phases d'adoption qui peuvent être un petit peu plus chronophages pour l'éleveur qui choisit ce système d'élevage des petites génisses. Enfin, un point intéressant quand on cherche à valoriser le pâturage chez les animaux adultes, et notamment en système bio, c'est quand même un peu la base du système, c'est que l'accès au pâturage des jeunes génisses avec leur mère nourrice, eh bien, ça leur confère un apprentissage très précoce du pâturage, d'aller choisir les plantes, d'être capable de bien comprendre qu'il faut aller gratter de l'herbe. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas quand elles sont élevées uniquement sur courette, par exemple. Donc, on voit bien que l'élevage des veaux sous mère nourrice a quand même pas mal d'avantages. Alors après, au niveau des risques de parasitisme, c'est une question qu'on peut se poser. En général, voilà, un des facteurs de risque, notamment au niveau de la crypto, c'est des adoptions précoces par la mère nourrice autour de moins de 4 jours. Au niveau des strongylloses, il n'y a pas forcément énormément de différence avec des veaux qui ne sont pas élevés en plein air. Qui ne sont pas élevés sous mère nourrice. Donc, au niveau des résultats des sondages, est-ce qu'il y en a qui ont participé un petit peu? Je ne vois pas ça apparaître. Hop. Alors,
Pour le moment, du coup, pour la plupart d'entre vous, pour le premier sondage, la solution qui vous paraît la plus simple, c'est quand même les igloos collectifs en extérieur. Vous n'êtes que 4 à avoir répondu. N'hésitez pas à donner votre réponse. Je vous propose un autre sondage. Donc, celui-ci, c'est sur les solutions. Hop, mince. Les solutions qui vous paraissent les plus faciles à mettre en place, donc à savoir les igloos, le réaménagement d'un bâtiment nurserie ou les mères nourrices. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Un petit point rapide sur les veaux bio et Ellipse. Donc, au niveau de notre pôle bâtiment, l'équipe Techmatel peut être à votre disposition sur tout ce qui est modification des bâtiments, aménagement, etc. Notre équipe bio, composée de conseillers et de consultants, peuvent répondre à toutes vos questions autour du bien-être, du pâturage, des plans lactés, évidemment des mères nourrices. Et puis, au niveau réglementaire, votre conseiller ou consultant bio Ellipse maîtrise une première base de réglementation, mais bien sûr, n'hésitez pas à vous adresser à votre organisme certificateur comme Bureau Veritas que représente aujourd'hui Gilles, puisque ce sont eux qui sont vraiment vos interlocuteurs privilégiés autour de la compréhension et de l'application de la réglementation. Donc, merci beaucoup pour votre participation et votre présence. Vous pouvez retrouver nos coordonnées sur la diapositive si vous avez des questions ultérieures. Et nous allons passer aux questions que vous nous avez posées aujourd'hui. Alors, on y a déjà apporté un premier élément de réponse. Mais du coup, alors j'ai une première question. La période hiver correspond à la saison du 21 décembre au 20 mars ou si les conditions météo sont défavorables. Du coup, Gilles, est-ce que tu peux nous faire une réponse un petit peu plus détaillée? Oui, alors donc la période hivernale, elle n'est pas en effet définie ni par le guide de lecture aujourd'hui en France, ni par le règlement texte de base. Donc on doit se débrouiller avec ça. Donc période hivernale, en effet, on prend la date, les périodes administratives en question. Mais j'ai répondu les deux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les conditions de pâture ne sont pas réunies, à savoir des sols pas porteurs ou une météo très défavorable, bien sûr, les animaux ne sont pas contraints à y aller, quoi. Donc, il y a pas de... Donc, c'est les deux, en fait. Hein. Il est possible, en dehors des périodes hivernales, si les conditions météo ne le permettent pas, bien sûr, on n'oblige pas l'accès aux pâtures. Ok. Alors, j'ai une autre question. Du coup, pour les normes bâtiments qui sont présentées ici, sont-elles spécifiques au bio ou au veau conventionnel également? Alors, donc, c'est bien les règles bio qui sont présentées, donc qui sont différentes du conventionnel. Il faut savoir qu'au minima, les règles bio reprennent les directives bien-être, à savoir les surfaces minimum qui sont prévues par le conventionnel, mais elles peuvent aller au-delà. C'est le cas notamment les contraintes relatives au caillebotis, par exemple, ce sont des contraintes spécifiques au bio et au texte bio. Ok. Alors, j'ai une autre question. Y aura-t-il des aides prévues pour les aménagements nécessaires? Alors ça, je suis un peu... Enfin, c'est pas... Enfin, je ne suis pas placé pour pouvoir répondre à cette question-là. Les aides bio aujourd'hui ne dépendent pas des organismes certificateurs, bien sûr, mais il y a des aménagements, il y a des aides qui sont prévues pour la transformation, mais vous dire les montants, etc., je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Aujourd'hui, il faut s'orienter plus sur les structures d'accompagnement que sont les chambres d'agriculture, les DDT, sur cette question-là plus précise. Ouais. Je rebondis sur cette question-là. Est-ce qu'il y aura par exemple un délai, une tolérance pour les aménagements des agriculteurs déjà en bio, par exemple, qui ne répondraient pas exactement aux conditions d'application? Alors, il faut savoir que pour les veaux, il n'y a pas de période transitoire parce que les règles que je vous ai présentées s'appliquent déjà. Donc, donc il n'y a pas de délai de transition en tant que tel. Après, ce qui reste à éclaircir, c'est les conditions d'application, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, mais il y a c'est assez hétérogène. L'application est assez compliquée aujourd'hui, puisque en fait, ce point-là sur les aires d'exercice, notamment pour les veaux, n'a pas été suffisamment expliqué ou bien écrit dans les textes actuels. Donc, en effet, on a des écarts aujourd'hui qui sont relevés chez les éleveurs pour la mise en conformité de leurs bâtiments sur ces sujets-là. Donc voilà, il y a une application, une interprétation qui a été
qui a été reprécisé en 2019, depuis l'année dernière, et qui fait l'objet aujourd'hui, pour certains éleveurs, de corrections, quoi. Donc non. Donc à ta question, Pauline, sur la période de transition, c'est non, on est censé déjà appliquer ce qui est en place. Ok. Alors, j'ai une autre question. L'aire d'exercice peut-elle être couverte partiellement? Aujourd'hui, en effet, il faut, ce point-là n'est pas prévu dans les textes, hein. C'est bien des aires d'exercice extérieures, complètement extérieures. Donc on peut, dans le cadre des guides de lecture et de l'application nationale, on pourra peut-être être amené à tolérer des couvertures partielles, en effet. Après, c'est vrai, là, le cas que j'ai eu récemment d'un éleveur qui était dans ce cas-là, c'est vrai que son organisme certificateur lui a clairement spécifié qu'il fallait Oui. que l'igloo pouvait être sous le bâtiment, mais que la courette devait vraiment se Voilà, tête positionner. extérieure, tout à fait. Alors le partiellement extérieur, le partiellement couvert existe pour d'autres espèces comme le porc notamment, où là en effet c'est clairement indiqué, mais pas au sujet des veaux. Alors, une autre question, pas de pâturage obligatoire en période hivernale, mais est-ce que l'accès à une courette extérieure reste obligatoire, même en hiver? Alors, l'aire d'exercice extérieur reste obligatoire, mais elle peut être couverte, hein, quand on est à l'intérieur justement. Enfin, en période hivernale, vous pouvez avoir des aires d'exercice qui sont dans les bâtiments en fait, hein, comme je vous ai présenté dans la diapo. Hein. Donc ils doivent pouvoir accéder à une aire d'exercice au-delà, telle qu'elle est prévue dans l'annexe, mais cette aire d'exercice, ça peut être à l'intérieur. Par contre, dès qu'on est en dehors de la période hivernale, il faut que ce soit vraiment extérieur. Ok, merci Gilles. Alors, une autre question, les veaux mâles qui partent à 3 semaines devront-ils également respecter cette aire d'exercice extérieur? Oui, il n'y a pas de différence dans le texte réglementaire entre les veaux mâles et les veaux femelles. Donc, tous les animaux sont soumis aux mêmes règles. Ok, merci Gilles. Donc, je pense avoir fait le tour des questions. S'il y en a qui ont quelques petites questions qui restent, n'hésitez pas à nous les poser rapidement. Sinon, n'hésitez pas à nous les poser directement via nos coordonnées respectives. Donc, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire sur l'application de la réglementation sur les veaux bio. La semaine de la performance continue. N'hésitez pas à vous inscrire sur ellipse.fr. Il y a différents sujets qui peuvent vous intéresser. Merci beaucoup encore pour votre participation. Merci à Gilles d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Et puis, on vous dit à Merci. bientôt. Merci pour Bonne votre journée. participation. Au revoir.